retrouvons aujourd'hui pour la 4e édition de nos déjeuners de l'Yvelines Business Club. Et nous avons une chance incroyable aujourd'hui. Nous accueillons Patrick Puy, qui est le PDG du groupe Vivarté, et un monsieur qui a redressé multiples grands groupes, notamment Arc, par exemple, et donc pour un moment de convivialité avec les dirigeants des Yvelines. Patrick Puy, merci infiniment d'être parmi nous. Donc l'objectif, c'est d'avoir cet échange, ce partage. Et afin de mieux vous connaître, j'ai préparé une slide. Alors, c'est pas du tout exhaustif, ça serait très compliqué, une carrière vraiment exceptionnelle. Je vous laisse évidemment la parole pour nous donner en fait une vue sur votre carrière, à votre vision. Ça va être très rapide. J'ai deux moments dans ma carrière. Le premier qui va jusqu'en 2000, qui est une carrière normale, si je puis dire, dans des groupes normaux, avec une vision long terme, 2 employeurs au fond, Schlumberger et Legrand, dont j'étais directeur général à Limoges pendant 10 ans. Et puis après, j'ai pris la présidence de Moulinex. Enfin, il y a un chasseur de tête qui m'a appelé en 2000, qui m'a dit: Patrick, Moulinex. J'ai dit: ça va pas, non, tu es fou. Il dit: non, Moulinex adossé à Brandt, et c'était un projet qui était pas idiot. J'ai regardé, je pensais que c'était sauvable. J'y suis allé, et puis les actionnaires italiens de Brandt ont pas voulu refinancer le plan. Donc dépôt de bilan très très médiatisé à l'époque, très très douloureux. Et après, j'étais devenu sulfureux pour la vraie vie. Je pouvais pas avoir, personne voulait m'embaucher. En plus, j'ai été mis en examen pendant 14 ans. J'ai été évidemment relaxé, mais ça dure un peu longtemps. Et c'est un peu douloureux. Et donc, après ça, je me suis dit, soit je fais de l'art postmoderne, soit je capitalise sur l'expérience de la restructuration. J'ai choisi la deuxième voie, tant pis pour l'art. Et dans cette voie-là, j'ai créé d'abord Alvarez & Marsal en France. Avec ce chapeau, j'ai restructuré Smoby, Vogica, un certain nombre d'entreprises. Mais des petites aussi, Gate Gourmet en France, ça faisait 25 millions. Et puis après, Alixio Executive Management. Et dans ce cadre-là, j'ai restructuré Arc, dont j'étais le président pendant 1 an et demi, Spire, et maintenant Vivarté, dont je suis encore le président, même si je viens d'embaucher un directeur général qui, lui, va bosser, parce que la restructuration est finie, et moi, je pars vers d'autres aventures. Vous pourrez nous donner ce scoop ou pas? J'ai signé hier la présidence de Famar, c'est un groupe pharmaceutique un petit groupe de 500 millions et 12 usines, qui est dans une mer de Noire, pour être clair. Ça veut dire quoi concrètement, mer de Noire? Ça veut dire qu'on ne sait pas faire la paye en juin. Je suis président depuis hier. Je suis quand même venu aujourd'hui alors que j'étais convoqué à Bercy. Et je vous remercie beaucoup, parce que vraiment ça a été très difficile. Oui. Et on ne sait pas faire la paye de juin. Donc c'est ça la mer de Noire. Okay. Ça c'est important parce que dans la préparation de notre déjeuner aujourd'hui, nous allons y revenir par d'autres slides, mais moi j'avais notion de crise et j'ai appris beaucoup en peu d'échanges. Là c'est une crise, c'est une vraie crise? Ah oui, quand on ne sait pas faire la paye, c'est une vraie crise. D'accord, voilà. Mais c'est important parce que parfois... En même temps, je suis conseiller de Bourbon. Bourbon, c'est le leader mondial des bateaux approvisionneurs pour les plateformes pétrolières. Chez Vivarté, quand je suis arrivé, il y a 3 milliards de dettes, 50 millions d'EBITDA. Ça marche pas bien. Hein. Donc on m'a demandé de gérer ça. Donc j'ai ramené la dette à 300 millions. C'est un relativement beau succès. Et donc Bourbon, ils ont 3 milliards de dettes et 100 millions d'EBITDA. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit: est-ce que tu sais ramener la dette à 300 millions? Les banquiers sont pas contents quand j'arrive. Mais autrefois, c'était les syndicats qui étaient pas contents parce que je restructurais socialement. Maintenant, je restructure financièrement. Alors, donc, la majorité du temps, ça fonctionne, des fois moins. L'intérêt de la restructuration, c'était un métier qui était pas connu en France et puis qui était mal apprécié. C'était le failli il y a 50 ans, c'était le patron qui avait fait faillite et il était mis au banc de la société. Aujourd'hui, les lois ont changé, les lois de 85, de 2005, etc. Les banques ont changé, le support des pouvoirs publics a changé, quel que soit leur bord. Donc aujourd'hui, on a moins honte d'être malade. Et donc on soigne plus facilement et on sauve plus souvent. Cependant, il y a des moments où on sauve pas. Vogica, j'ai pas sauvé, c'était très abîmé. Fabrice, j'ai pas sauvé non plus. Et dans ce cas-là, on dépose le bilan. Et puis on passe la main à un administrateur judiciaire. D'accord. Alors heureusement, beaucoup de succès et non des moindres. Oui, la plupart du temps.
On a le droit d'être malade. On a le droit d'être malade, ça nous arrive à tous, et il faut se soigner. Alors, la première chose quand on doit se soigner, c'est d'être conscient qu'on est malade. Parce que très souvent, quand on est une entreprise malade, on ne veut pas le savoir. Pour des raisons simples, parce que ça met en cause ce qu'on a fait précédemment. On est obligé de se remettre en cause, de remettre en cause les actionnaires, de remettre en cause le management, de remettre en cause soi-même. Donc c'est compliqué. Mais la plupart du temps, si on peut agir assez vite, eh ben on soigne. Et Smoby, c'est un des trucs dont je suis le plus fier, parce qu'on a licencié 1350 personnes. 2 ans après, la boîte a réembauché 650 de ses licenciés. Dans le Jura, c'est pas mal. C'est énorme. Donc nous poursuivons et là c'est une autre réussite et vous l'avez spécifié. Donc là nous avons notre actuel président qui ne l'était pas à l'époque. Dans le débat de Macron avec Marine Le Pen, Macron avait dit qu'il avait sauvé Arc. Moi je pensais que c'est moi qui l'avais fait, mais je m'incline. Il est venu en tout cas. Oui, mais du coup on a développé des relations, ça peut servir. Pour parler d'Arc, justement, quelle a été la plus grosse difficulté, puisque c'est pas forcément celle qu'on attend dans une entreprise. Est-ce que c'était les syndicats, les salariés, l'actionnaire éventuellement ? Alors, vous êtes tous des chefs d'entreprise, et si vous êtes confrontés à des difficultés, je vous engage à réfléchir à quel est le frein, quel est le point le plus faible. Et c'est vrai que, François, vous avez raison, il y a des partenaires, il y a les banques, il y a l'État, il y a les syndicats, il y a le management et il y a l'actionnaire. Et la plupart du temps, j'ai trouvé des difficultés avec celui que j'attendais pas, c'est-à-dire l'actionnaire. Parce que lui, surtout Arc, c'était une entreprise familiale. Donc ça le remettait tellement en cause. Je suis arrivé, on n'avait pas de quoi faire la paye, j'ai fait un truc assez formidable, et puis au bout de 3 mois, la boîte était sauvée, et donc elle était sauvée temporairement. Je l'ai mise en vente, avec l'accord des actionnaires, bien sûr, mais au fond d'eux-mêmes, il y a le cerveau droit qui acceptait, le cerveau gauche qui acceptait pas, et ils ont pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues, ils ont voulu me virer, ils ont espionné ma boîte mail, enfin des trucs, des rapports dingues entre un président et son conseil ou son actionnaire. Bon, à la fin, ça s'est bien fini, mais c'est toujours très compliqué, et si vous voulez sauver un jour votre boîte qui est en difficulté, j'espère que non, mais dites-vous bien que je vous engage à embaucher un professionnel de la restructuration parce que vous êtes trop émotionnellement impliqué dans ce qui s'est passé. 2, faites-lui confiance et revenez quand la boîte sera sauvée. J'ai vu ça chez Arc, j'ai vu ça chez Spire. L'actionnaire était tellement impliqué qu'il voulait pas accepter la difficile restructuration. Il faut même prendre 6 mois de vacances. Donc pas hésiter à disparaître. Alors nous allons revenir sur ces thèmes parce que c'est très important et de pouvoir les partager. Alors là on parle beaucoup de crise ou quand ça va pas. On va aussi vous entendre sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille bien. Ça va être aussi important. Vous avez mentionné des décisions difficiles, parfois douloureuses. J'ai noté ce score-là, 10 000 postes supprimés, 30 000 postes sauvés sur l'espace de combien d'années ? 15 ans de restructuration. 15 ans. Voilà. Le sentiment que ça vous laisse, parce que parfois c'est ce sur quoi vous êtes attaqué. Non, j'ai pas le sentiment d'être attaqué. D'ailleurs, François, si vous m'attaquiez, oui, je me retournerai pour savoir à qui vous parlez, mais pas à moi. Moi, je suis pas attaquable. En vrai, je le ferai pas parce que bon, la carrure et puis le côté rugby. Non, par là, je veux dire que quand on fait ça, il faut vraiment se désimpliquer. Alors évidemment, mes proches me disent que je suis un monstre de froidure, mais c'est pas tout à fait vrai. Il faut se désimpliquer parce que si vous commencez à regarder dans le blanc des yeux les 10 000 personnes que vous avez licenciées et que vous en sentez coupable, ben vous avancez pas. Et il faut procéder à ces licenciements-là. Donc, désimplication, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire avec respect. Quand vous licenciez quelqu'un, il ne faut pas lui dire « je te licencie parce qu'on m'a demandé de le faire ». Il faut lui dire « j'ai décidé que ». Parce que si vous lui dites « on m'a demandé de le faire, le conseil d'administration, blablabla », le débat, ça va être « mais pourquoi ?» et on va pleurer. Vous cherchez la compréhension de l'autre qui ne pourra pas vous donner. Si vous lui dites « j'ai décidé que », le débat, ça ne va pas être « pourquoi », ça va être « combien ». Et c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus clinique, ça va beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus respectueux. Bien sûr. Donc assumer, et puis faire face, et puis surtout, il y a aussi en fait la restructuration et le développement d'emplois et la sauvegarde. Mais on est tous des chefs d'entreprise, on a tous donc des employés, et on connaît tous les lois qui nous obligent à protéger les emplois. Malheureusement, en France, on ne protège pas les emplois, on protège les employés. Et c'est assez radicalement différent. Tous les pays ont des lois qui protègent les emplois.
Nous, en France, on protège les employés présents au détriment d'une fluidité du marché de l'emploi. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec 10% de chômeurs. Hein. C'est le seul pays de l'OCDE qui est ce taux de chômage. Pardon, à part l'Espagne. Alors, lors de la préparation, et je vous remercie infiniment d'avoir été très direct avec moi, j'ai noté des moments marquants. J'entends par là des dates. J'ai retenu des dates que vous m'avez données, je ne les ai pas prises ailleurs, donc ça vient vraiment de vous. 4 mai 2004, qu'est-ce que ça veut dire pour tous? Et surtout pour vous? La déconfiture de Moulinex, c'était en 2001. La justice a avancé et le 4 mai, alors j'avais un contrat avec Alstom, j'étais patron de l'activité hydro, c'est-à-dire les barrages. Sans m'emmerder, Alstom, c'est une trop grosse boîte. J'ai beaucoup de respect pour Schneider, mais un peu moins pour Alstom. Et je crée le cabinet Alvarez et Marsal en France. Et le 4, je démissionne d'Alstom le 1er mai. Je crée Alvarez et Marsal le 1er mai. Le 4 mai, je suis mis en examen. Et les Américains, ils aiment pas trop ça. Alvarez Marsal, c'est un groupe américain. Les Américains, ils aiment pas trop ça. Ils m'appellent à New York et ils disent, tiens, tu vois ton contrat? Hop, on le déchire. Je sortais de 3 ans de difficultés quand même, avec la justice et tout ça. Et j'avais du jour au lendemain plus de contrat. J'ai passé quelques moments. Du 17 mai? C'était le 17 mai, oui. Le 4 mai, c'est la mise en examen. Enfin, pardon, c'est la garde à vue. Alors c'est un moment rigolo, hein, mais que je vous recommande d'éviter, avec des flics un peu insupportables et des tentatives d'humiliation. Mais quand on est sportif et surtout quand on a fait son devoir, on s'en fout, c'est pas le sujet ça. Et donc le 17 mai, les Américains déchirent votre contrat devant vous. Quelle est votre réaction? Comment vous faites pour changer la situation? Là aussi, la tentation de l'art postmoderne m'a pris, mais j'ai toujours pas cédé. Et donc, on a négocié pendant des heures et je suis sorti 4 heures après avec un autre contrat. D'accord. Donc du coup, l'aventure Alvarez peut se mettre en place. Et j'ai noté également des rencontres, parce que la vie, c'est beaucoup ça également. Et des visages. Ouais, ça c'était mon premier patron chez Schlumberger. C'est un type à qui j'ai menti parce qu'un jour je voulais. Il y a une boîte qui était sous-traitante et qui faisait des bancs de tests de produits électroniques qui fait faillite et je voulais la racheter et je lui ai complètement menti. Et puis j'étais tout gamin, quoi. Et évidemment il a vu que j'avais menti, mais plutôt que de me sanctionner, il m'a presque encouragé dans mon mensonge et il m'a soutenu dans l'acquisition un peu olé olé de ces entreprises. Et le pardon dans l'entreprise, faire grandir les gens dans l'entreprise, c'est aussi vrai que dans la vie privée, c'est assez formateur. Un autre visage, une autre personne, René Ricol. Oui, René, c'est le patron des commissaires aux comptes mondiaux pendant longtemps, et commissaire au plan. Et René, c'était le seul dans l'histoire Moulinex à me défendre vraiment. Et il n'est pas là, mais merci René. D'accord. Donc c'est important, de ce que j'entends aussi, vous gardez en vous ces mains tendues finalement, ou en tout cas ces encouragements. Oui, et parce qu'il y a des valeurs morales dans l'entreprise, même quand on fait de la restructuration avec des choses difficiles, même quand on licencie du monde, on peut et on doit être moral. Mais il y a j'ai d'autres exemples. Un jour, il y avait un type extraordinaire qui s'appelait Pierre Vaillot, qui était le patron de Total Exploration Production, qui téléphone à l'école polytechnique où j'étais président du bureau des élèves, et il demande à me rencontrer à dîner avec moi pour savoir ce qu'il faut dire aux élèves pour leur faire un amphi-retape. Et alors, j'étais d'une prétention totale, d'une arrogance sans nom, jeune con. Et je dis, écoutez mon vieux, venez dîner à Palaiso avec moi tel jour. Je suis arrivé avec 1 heure de retard, en grand uniforme, parce que dans le même jour, c'est la bicorne, l'épée, ça, parce que le même jour, j'avais rencontré Pierre Vaillot, qui est un type extraordinaire, et j'étais en retard parce que j'avais rendez-vous avec Just Jacqueline. Ça vous dit rien, mais les plus âgés d'entre vous savent que c'est le producteur du film Emmanuel. Et le film a été classé X, et on peut pas faire de pub avec un film classé X. Il avait gagné le procès, et donc il avait téléphoné à l'école polytechnique pour demander le plus bel élève de la promo, X, en tenue du grand uniforme, pour poser avec Emmanuel. Et donc j'avais dit, pas de problème, je vous l'envoie, et bien sûr j'y suis allé, moi-même. Et donc dans le même jour, j'ai rencontré Pierre Vaillot et Sylvia Christel, paix à son âme, puisqu'elle est décédée depuis. Alors, là, nous pouvons donc maintenant profiter de votre présence pour entendre l'expérience Vivarté. Donc là, ce sont des chiffres, des constats.
Comment vous avez trouvé cette entreprise quand vous êtes arrivé ? Eh bien, à l'époque, elle faisait 3 milliards de dettes, 1,8 milliard de chiffre, et 54 millions d'EBITDA. Donc c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que le retail ne marche pas très bien en France. Le retail, il n'y a pas de banquier ici ? Si. Pascal, tu n'es pas obligé de répondre. Nous avons un membre du Crédit du Nord. Les banques ne soutiennent pas du tout le retail en France, alors que ça fait vivre 3 millions de Français. Et puis parce que Vivarté s'est développé sur un modèle développé par Plaça qui était la juxtaposition d'entreprises sur le territoire national. Les entreprises qui marchent dans le retail, c'est le contraire, c'est Zara qui développe mondialement un modèle. Donc c'était donc une dette excessive. Alors j'ai restructuré la dette, fait un plan de réorganisation surtout de la halle et donc de fermeture d'usines, de magasins avec un plan social ad hoc, et puis vendu des actifs. J'avais 16 enseignes, un groupe qui fait 54 millions, qui a 16 enseignes, c'est pas possible, ça fait 3 millions par enseigne. Et le rôle d'un chef d'entreprise, c'est pas d'avoir une grosse taille, c'est de donner aux entreprises qui sont les nôtres les moyens de se développer. Il y en avait trop, je les ai vendus. Quand vous prenez la main sur un dossier comme celui-ci, la première semaine, quel est le plan de bataille ? Faut tout de suite identifier ceux qui ne seront pas en travers de la restructuration et ceux qui seront en travers, pas de pitié, parce que quand on fait une bataille, il faut être loyal, et les équipes qui ne sont pas loyales, elles sortent tout de suite. Donc faut parler, faut écouter, parce que le vrai charisme, c'est pas de parler, c'est d'écouter. Le type qui ressort de votre bureau avec les idées que vous aviez, ça prouve que vous avez du charisme. Il faut aller voir les banquiers, il faut aller voir les syndicats, il faut aller voir les pouvoirs publics, et vous dormez pas. Mais la première semaine, elle est clé, parce que à la fin de la première semaine, vous savez que vous allez passer 2 ou 3 mois, que vous avez les finances pour passer 2 ou 3 mois, parce que la clé, c'est le cash, évidemment, et qu'après, vous avez le temps de faire un vrai plan de restructuration. D'accord. Alors, donc là, c'est les chiffres qui sont redonnés, donc ce que nous avons pu voir ensemble. Là, on parle beaucoup de constats, finalement, il y a des causes pour arriver à des situations comme ça. Comment on en sort ? Donc là, les solutions, en fait, pour sortir de tout ça. Vous savez, plus une entreprise est en crise, plus c'est simple d'identifier le business plan pour en sortir. Parce que à moins que ce soit pas sauvable, s'il y a un changement technologique majeur, etc. Mais sinon, une crise grave, elle résulte d'erreurs graves. Donc, on les identifie et on les résout. C'est extrêmement simple. Chez Vivarté, 3 milliards de dettes, 54 millions d'EBITDA, c'était pas très compliqué. Si on réduisait pas la dette, on s'en sortait pas. Donc, j'ai convoqué les 172 banquiers, lenders, et on n'avait plus d'actionnaires, c'était que des fonds de dette. Et puis je leur ai dit, vous avez tout perdu, ou vous écrasez sur 90% de votre dette, ou vous avez tout perdu. Ça met un peu de temps à rentrer dans les esprits, mais à la fin, on y arrive. Est-ce que c'est ça l'électrochoc vis-à-vis de... D'abord, quand arrive quelqu'un qui est spécialiste de la restructuration dans l'entreprise, c'est déjà l'électrochoc. Et c'est la prise de conscience que les choses vont mal. Il n'y a pas que moi qui fais ce métier en France, il y en a d'autres. On arrive, les syndicats, ils affichent votre portrait sur le mur, et puis ils jouent aux fléchettes dessus. Bon, la crise est là, l'électrochoc est là, et c'est un électrochoc positif. D'accord. Et alors j'ai une question qui me taraude, parce que là j'ai le plaisir d'être parmi vous et beaucoup d'implications dans ce club, mais il m'arrive de travailler également quelquefois sur mon propre métier. Et moi ce qui m'intéresse c'est la dimension business, et je me dis mais là on redresse la dette, j'ai l'occasion de travailler sur un dossier de retournement, et parfois les financiers oublient le business, c'est-à-dire que si on recommence, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect positionnement de marque, démarche plutôt business? Comment vous voyez les choses? Chaque fois qu'on fait de la restructuration, il faut aussi montrer qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et donc il faut reparler business, parce que les finances c'est une chose, mais ça suffit pas. Donc il faut soit redéfinir la stratégie, mais quand on fait de la restructuration, on n'a pas le temps, on n'a pas d'intelligence, et on n'a pas d'argent. Donc on peut même pas acheter de l'intelligence avec des cabinets McKinsey, BCG, etc. Donc on est obligé d'aller très vite, et sans changer la stratégie, montrer qu'en résolvant les problèmes, au bout du tunnel, il y a de la lumière. Et après, on va l'affiner. Mais ça nécessite aussi que toutes les semaines, on doit dire, on vous avait dit qu'on serait là, et on est là. Et qu'il y a des milestones sur lesquels on avance. Et c'est ça qui donne confiance. Et après, on peut recommencer à avoir une stratégie.
Et très certainement en ayant vendu des actifs, et notamment les actifs les plus sains. Parce que si vous vendez les actifs pas sains, ça sert à rien. Donc là, on prend quelques chiffres. Vous parliez des marques. Les marques qui sont restées aujourd'hui, qui sont encore fortes au sein du groupe? Il ne reste plus que 5 marques dans le groupe. La Halle, Carole, Minelli, San Marina, Cosmo Paris. J'ai mis les 3 dernières en vente il y a 4 mois. Et il n'y a pas beaucoup d'appétit. Donc si vous voulez acheter une marque de chaussures, on peut se voir après le déjeuner. Et alors, nous avons parlé tout à l'heure des actionnaires. Et puis parfois, il y a aussi des interactions avec le politique. Comment ça s'est passé, justement? Il me semble que vous avez eu une réunion éclair C'était pas éclair, j'ai dû être nommé, je sais pas, 2 ou 3 novembre. Et puis le 6 ou 7 novembre, Myriam El Khomri, qui était ministre du Travail à l'époque, déclare à la presse qu'elle a convoqué le président Vivarté, effrayé par le plan de restructuration sociale abominable qu'allait faire ce grand représentant du capital. Et le soir, donc j'entends ça à la radio, et le soir, 8h du soir, je reçois un coup de fil, c'était le secrétariat de El Khomri qui me dit « Monsieur le Président, est-ce que je peux vous passer Madame le ministre ?» Oui. Et elle me dit, parce qu'elle avait bien conscience qu'elle avait fait une connerie, quoi. Enfin, pas très poli. Elle me dit, vous avez vu que je vous demandais de venir me voir mardi prochain à 8h. Et moi je lui dis, mardi, je peux pas, j'ai piscine. Elle était bon, mais comme c'est une femme assez habile, elle s'est bien rendue compte que je plaisantais et que elle avait dépassé les bornes. Mais faut montrer l'écro avec ces gens-là. On est devenus très copains avec Myriam El Khomri. Très copains. C'est une femme formidable. Mais faut montrer l'écro parce qu'ils se croient tout permis. Ils ont une connaissance du monde industriel extrêmement faible et je félicite votre association parce que c'est à travers ces terreaux-là qu'on fait prendre conscience aux gens que l'industrie, l'entreprise, c'est un territoire compliqué, c'est un territoire créateur de richesse, c'est un territoire créateur de bonheur et ces gens-là le savent pas. D'accord, merci en tout cas. Alors, quand vous prenez les commandes, là j'ai noté des points, mais quel est le plan? Alors déjà, j'ai entendu à plusieurs fois une notion de timing. Il y a un aspect de temps. Est-ce que c'est l'urgence et c'est vraiment un facteur déterminant? Et puis quelles sont les autres clés? Alors, en général, quand on appelle des gens comme moi, c'est qu'on est au bord de la mort, donc c'est très urgent. Et c'est très urgent, pour autant, il faut prendre du temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez Churchill, après la bataille d'El Alamein, il était 2h de l'après-midi. Il y a ces généraux qui lui disent « Sœur, on a perdu la bataille, qu'est-ce que vous allez faire ?» Churchill regarde sa montre, il était 2h, il dit « Moi, la sieste ». Et quelquefois, il faut prendre du temps. Et notamment dans la première phase, information, réflexion, action, la première phase d'information et de partage du diagnostic, de pourquoi ça va mal et comment on va s'en sortir, elle doit être assez approfondie. C'est-à-dire que toutes les expériences que j'ai vécues qui ont échoué, Vogica, Fabrice, c'est parce qu'on n'avait pas assez partagé avec l'ensemble des intervenants le diagnostic. Et l'ensemble des intervenants, c'est les pouvoirs publics, les banques, les syndicats, etc. Et les actionnaires. Donc ça doit être très partagé. Parce qu'une fois que c'est partagé, après, dans la phase de réflexion pour établir le BP, c'est pas très compliqué. Et puis la phase d'action, elle doit être hyper rapide, hyper forte. Et vous ne devez pas dévier de votre chemin. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Carpentries, qui était patron de quoi, Carnot Metal Box et d'autres choses. Il disait prends une décision et rends la bonne. Et alors c'est excessif, mais quand on fait de la restructuration, on prend une décision et on change pas. Alors là, on parle beaucoup de crise, de quand ça va mal. Très bien. L'idée, en tout cas, et ce que je souhaite à tous ici, aujourd'hui, pour nos entreprises, c'est que ça aille bien. Alors, est-ce quand on traite beaucoup la crise, on arrive à trouver des bonnes visions? Je suis persuadé que oui. Alors, lesquelles? Quels conseils donneriez-vous aux patrons qui sont ici? Non, ça ce serait prétentieux parce que moi, je sais gérer que la crise, donc je sais pas. Avant, je gérais le grand quand même pendant 10 ans et long terme, adhésion du personnel, mais ce que disait Bruno, et c'est très bien, différenciation. On ne gagne rien s'il n'y a pas de différenciation. Et puis, on ne gagne rien si on ne pense pas que les hommes ne sont pas les éléments clés. Mais après, mes conseils s'arrêtent là. Après, je peux vous donner des conseils si vous êtes en crise, mais pas beaucoup plus.
Ce que j'ai retenu aussi, et ce qui est un indicateur que les gens voient mais ne prennent pas complètement en compte, ce que vous avez dit, très important, je pense qu'il faut le repréciser, c'est le cash. C'est-à-dire que souvent, il y a même, comme je dirais, du déni du dirigeant. Ça commence à aller mal, les indicateurs. Quelle a, de manière concrète, quels sont pour vous les indicateurs qui disent attention, là, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes? Alors, quand on est malade, c'est le thermomètre, et le cash, c'est le thermomètre de l'entreprise. Et ça, je vais pas vous l'apprendre, mais votre cash baisse un peu plus que ce que vous aviez prévu pour des raisons que vous connaissez pas, et vous n'allez pas faire attention. Et 6 mois après, vous allez vous en mordre les doigts. Quand le cash baisse et que c'était pas prévu, c'est manifestement la preuve qu'il y a un problème qui va surgir. Et là, faut aller très vite. Et là, faut pas se dire demain c'est un miracle. J'ai connu des chefs d'entreprise. J'ai connu Serge Wimbert, qui est un type formidable, qui a monté son fonds après être sorti de chez Pinault. J'avais restructuré une boîte pour lui. Et au bout d'un certain temps, je lui dis, tu sais, Serge, il faudrait faire plus loin, il faudrait faire plus fort. Il me dit, non, tu vas voir. Et puis, le miracle n'arrive jamais. Jamais. Donc, faut pas être optimiste. Alors, chef d'entreprise, c'est quelqu'un d'optimiste. Mais on rappelait Saint-Augustin, il disait, il faut se méfier. Se méfier est un péché, ne pas se méfier est une connerie. Et je crois qu'il faut se méfier. Il faut être optimiste, mais se méfier. Alors, ben voilà, je pense que c'est en tout cas intéressant et très très éprouvant. Avant que vous puissiez aussi vous restaurer, parce que c'est important, nous aurons aussi la possibilité de prendre le dessert. Le but du jeu est vraiment là, c'est très ouvert. Il nous reste du temps. Je vois que notre président est impatient de poser une question. Laurent. Oui, vous avez dit tout à l'heure, le redressement d'entreprise, avant c'était le social, et maintenant c'est le financier. Comment vous expliquez ce changement ? Le financier a pris une part très importante parce que, très sincèrement, en France, on se plaint tous du coût du travail et des charges. Mais en réalité, par rapport à il y a 20 ans, la part du salaire dans le PIB a baissé. Qu'est-ce qui augmente aujourd'hui ? Les matières premières n'augmentent plus, elles sont variables, mais n'augmentent fondamentalement plus. Le coût du travail baisse, le coût de l'argent augmente. Le coût de l'argent augmente beaucoup. Alors, pas dans les entreprises très saines, où si vous avez à titre personnel des fortunes, vous allez les placer à la banque à 0,3% en maxi. Mais si vous êtes dans une entreprise en difficulté, vous allez voir votre banquier, désolé monsieur le banquier, et il va vous faire... Vous connaissez le taux de la dette de Vivarté ? 13,25%. Bah oui. Pourtant, les taux n'ont jamais été aussi bas. Oui, mais les banquiers, et je leur en veux pas, les banquiers français, ils sont contraints par une loi française qui s'appelle la gestion de fait. Alors observons que le dernier banquier à avoir été condamné pour ça, c'était l'affaire Palasterne en 1995. Mais les banquiers sont des gens intelligents, je me rattrape, et ils ont de la mémoire. Et dans l'affaire Moulinex, ils ont été attraits en justice. Ils n'ont pas été condamnés, mais ils ont été attraits. Et donc, le banquier français, il se méfie parce qu'il ne peut pas être gestionnaire de fait. Et donc, il prend des précautions. Et si l'affaire est en difficulté, regardez, tout le retail en France est dans de grandes difficultés parce que les banquiers ne le financent pas. Alors, c'est vrai de Vivarté, mais c'est beaucoup plus vrai de Camailleux, IKKS, blablabla. Autre question ? Oui, merci. S'il vous plaît, dans des périodes aussi courtes que celle de la gestion de crise, quelles actions pouvez-vous avoir sur les ventes ? Parce que quand une entreprise va mal, très souvent, il n'y a plus de ventes, ou il y a moins de ventes. Et donc, dans des périodes assez fulgurantes, comme vous nous avez décrit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, dans la boîte que je préside depuis hier, Famar, la première chose que je vais faire, c'est de voir les salariés. Alors, la deuxième chose, c'est de venir vous voir vous. Et la troisième, c'est de voir les clients. Parce qu'il faut associer les clients à la restructuration. Et les clients de Famar, c'est les Sanofi, GSK, Pfizer, etc. Je vais leur demander du pognon. Et ils vont me le donner. Et ils vont être associés à la restructuration. Et c'est gagnant-gagnant. Donc j'assure pas le développement des ventes pour l'éternité, mais j'assure le lien fort entre clients et entreprise. Oui, puis je pense que c'est un côté rassurant pour les clients, au final, que d'avoir des informations positives.
Parce que le pire, c'est l'affolement, c'est de ne pas savoir. Là, la déclaration d'information positive est très forte. Oui, monsieur Puy, vous avez expliqué que pour retrouver du cash, en fait, vous avez vendu les actifs qui marchaient bien. Donc j'imagine les marques qui marchaient bien. Mais si vous vendez finalement ce qui a de la valeur et ce qui marche bien, il ne vous reste plus que les tocards. Comment est-ce qu'on fait pour remonter une entreprise où il n'y a plus de force vive finalement ? Votre question est très judicieuse, mais faut pas. D'abord, il n'y a pas beaucoup de tocards, premièrement. Deuxièmement, mon message était très simple. Il faut aussi vendre des actifs qui sont sains. Et prenons un autre exemple, Alstom. Patrick Cron, quand la crise chez Alstom a commencé, il a vendu ce qui marchait bien, c'est-à-dire toute la partie General Electric. Et la partie qui marchait moins bien, le ferroviaire, il l'a gardée, et avec l'argent de ce qu'il a vendu, il a restructuré la partie ferroviaire. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors chez Vivarte, on a vendu Mercal qui marchait bien en Espagne, on a vendu Besson qui marchait très très bien, et puis on a gardé des choses qui marchent très bien aussi. Carole, ça marche très bien. Donc c'est un mélange. Mais en tout cas, si j'ai fait une faute chez Moulinex, c'est que j'ai pas voulu vendre Krups. Et j'ai eu tort. Le même homme, 20 ans après, aurait tout de suite vendu Krups, qui était une marque formidable. Donc, faut pas hésiter. Et si vous êtes en faillite personnelle, vous n'allez pas vendre votre vieille de chevaux, vous allez vendre votre Rolls. Bon. Vous n'avez pas de Rolls. Et d'ailleurs, il me semble, alors c'est une question que vous acceptez de manière personnelle, vous avez dit que j'ai noté que vous avez des périodes très difficiles, vous avez vous-même été obligé de taper dans le patrimoine, personnellement. Oui, en 2001, dépôt de bilan, et après, je n'ai pas été embauché. J'étais encore toujours prétentieux, donc je me disais, pas de problème, on va me rembaucher demain matin. Tiens. J'ai passé 2 ans, même pas au chômage, parce que j'étais président, donc j'avais pas de chômage, j'avais pas de GST, je sais même pas ce que ça existait. Et je vous engage à l'avoir. C'est l'assurance des chefs d'entreprise, pour ceux qui savent pas, pour le chômage, enfin pour la non-activité, il faut l'avoir. Et donc j'ai passé 2 ans sans aucun revenu. Alors par chance, j'avais une femme qui continuait de dépenser beaucoup, ce qui m'a obligé à avoir confiance. Et donc j'ai vendu effectivement mon bien au bord de la mer. Autre question ? Bonjour monsieur. Comment vous expliqueriez la différence entre l'Allemagne et la France en ce qui concerne l'industrie et le développement des sociétés ? On a toujours l'impression que nous, on est en retard d'une guerre, ou qu'ils se développent plus rapidement que nous, ou que les relations sociales sont plus apaisées, ou que les banques les suivent d'une façon plus pérenne, en ayant moins de règles. Et nous, on a toujours l'impression qu'on a plus de règles, plus de barrières syndicales, plus d'environnement. Et puis finalement, alors, c'est quoi l'explication entre la France et l'Allemagne ? Pourquoi il y a cet écart ? On a combien de temps ? Parce que là, on va faire ça en 5 minutes. La question est très vaste et très longue. Et c'est pas entre la France et l'Allemagne, c'est entre la France et tous les pays de l'OCDE. La France est un cas particulier et aberrant. Moi, je continue de penser que malgré toutes les dispositions qui sont pas nécessairement mauvaises, qu'ils ont prises depuis 2 ans, à la fin, rien n'est fait pour contrôler la dépense publique et pour la limiter. Et donc, cette dépense publique, elle va être financée par qui ? Mais par vous, par les entreprises. Les charges qui pèsent sur les entreprises, de ce point de vue-là, sont intolérables. Simplement intolérables. En France, nous avons 6 millions de fonctionnaires, un peu plus de 1 fonctionnaires nationaux, un peu plus de 2 fonctionnaires hospitaliers, militaires, et un peu plus de 2 fonctionnaires territoriaux. En Allemagne, il y a 4,5 millions de fonctionnaires pour une population qui est un peu plus grande. L'écart, c'est donc 2 millions de fonctionnaires. À 30 000... un peu plus ? Bon. Ça fait 100 milliards. Et la France manque de quoi ? De 100 000... Si on avait 100 milliards de plus en France, c'est exactement ce qui nous manque. Je vous rappelle que le budget d'État, c'est 400 milliards de dépenses, 300 milliards de recettes. Il nous manque 100 milliards. Et ces 100 milliards, on les a là. Alors, vous allez me dire, on peut pas... Moi, j'étais maire de mon petit village, en Limousin, 320 habitants. Mon successeur, vous savez combien il a embauché de cantonniers pour 320 habitants ? 3 cantonniers. C'est dingue. Hein ? Oui, c'est propre, oui. Alors bien sûr, c'était des gens qui étaient... il vaut mieux qu'ils soient cantonniers plutôt qu'au chômage. Vaut-il mieux qu'ils soient cantonniers plutôt qu'au chômage ? Je ne suis pas sûr.
Je pense qu'il vaut mieux qu'ils soient au chômage et que les lois nous permettent de réduire le chômage en France. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure de mes vœux avec la flexibilité du marché du travail. Autorisons, rêvons un peu, autorisons un plan de licenciement économique de 2, 3, 4, 5% de l'effectif sans autre forme de procès que de passer par une infoconsulte, 4 mois, plus les blablabla. Ça fluidifierait formidablement les départs. Et il faut après fluidifier les arrivées. Mais si on peut libérer le travail comme ça, on peut aussi embaucher. Donc je crois que c'est ces freins-là sur lesquels il faut travailler. Les ordonnances pénicaux vont plutôt dans le bon sens. Mais vous vous rappelez le programme de Macron dans son élection, il préconisait de supprimer le pouvoir des branches. Il a fait beaucoup de choses dans ce domaine, sauf les branches. Or les branches, il y en a 700 en France, et c'est ça qui sclérose beaucoup les négociations d'entreprise. Nous pouvons prendre une dernière question. Juste une question en ces temps d'union, d'élections européennes qui arrivent bientôt. Votre position sur le Brexit, qu'est-ce que vous en pensez, même si c'est pas vraiment dans la restructuration, en même temps on en parle un peu en Europe. Quelle tristesse pour les Anglais, mais quelle tristesse pour nous. C'est un truc perdant-perdant. Et moi j'observe que la démocratie qui fonctionne le mieux en Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, n'a pas dans sa constitution l'accès au référendum. Non. Et du coup, n'a pas la tentation d'émettre une question à laquelle les électeurs vont répondre de façon, bien sûr, biaisée. Quelle tristesse. Alors, dans le monde financier qui est celui de mes clients, parce que la plupart de mes clients sont des fonds qui demandent d'intervenir quand notre société va mal, tous ces fonds se rapatrient aux US, pas tellement en Europe continentale, à Singapour, à Dubaï, etc. Et le barycentre du monde est en train de quitter l'Europe de façon extrêmement claire. La boussole du monde, elle est affolée, elle est affolante, mais quand même elle indique l'Est. Il faut aller vers l'Est. Merci infiniment. Je remercie Patrick Puy parce qu'il a fait l'effort d'être parmi nous alors qu'il est vraiment demandé ailleurs. Et il a tenu sa parole et vraiment je le remercie beaucoup pour ça. Et merci pour ce témoignage.